Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec Philippe Gabillet. Vous l'avez peut-être entendu, vous avez peut-être participé à l'une de ses conférences, ou vous l'avez entendu sur Internet. Merci Philippe Gabillet d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je suis ravi d'être là. Vous êtes un homme très occupé, vous êtes un conférencier, on y reviendra, professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Et vous parlez de l'optimisme, de la chance, de l'inattendu. On va parler de l'inattendu en particulier, c'est votre dernier livre, L'art de se laisser surprendre. D'abord, un petit mot sur vous quand même, parce que moi je vous ai écouté dans une conférence, donc au dehors et au-delà d'un plateau de télévision, j'ai trouvé ça à la fois passionnant, drôle, déroutant, et autour de moi il y avait que des DRH, de très grandes entreprises. Et quand vous avez terminé cette conférence, que vous illustrez d'ailleurs par des petites animations souvent très très drôles, et vos livres sont parfois aussi comme ça truffés de drôleries, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils en gardent, ces DRH? Qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce qui fait que quand ils remontent dans leur voiture, ils ont été transformés, selon vous? Alors, moi je pense vraiment que c'est la grande différence qu'il y a d'ailleurs entre un formateur ou un prof, ce que je suis parfois, Et vous l'êtes, et un conférencier. Un prof, dans le fond, ou un consultant, c'est quelqu'un qui est là pour apporter un contenu, avec beaucoup de contenu, si possible avec un petit peu d'impact quand même, pour que ça marque les mémoires. Alors que le conférencier, c'est le contraire. On est là pour apporter d'abord de l'impact. Et pour moi, là, j'ai réussi mon coup si, j'allais dire, dans les heures qui suivent, celui ou celle qui a écouté ce que j'ai raconté, il a dit, bah, tiens, j'ai noté un petit truc où je vais enregistrer sur mon téléphone. Il a dit un truc là, on va creuser. Il a parlé de ça, on va... Voilà. On prend quelque chose. Une espèce de moment, il y a un momentum, on va dire, une espèce de fenêtre de tir qui se fait dans la tête des gens, et ça passe ou pas. Mais comme je suis assez présent sur les réseaux, tout ça, ça repassera à un autre moment. Je ne me fais pas de soucis. Je précise quand même, c'est intéressant, alors ça paraît anecdotique, mais vous êtes le porte-parole de la Ligue des optimistes de France. Je l'ai longtemps été, je suis le vice-président. Vice-président, vous êtes monté en grade. Voilà, c'est quoi la Ligue des optimistes? C'est une initiative belge qui a il y a maintenant plus de 10 ans. Ça a existé dans l'Europe du Nord et ils ont voulu créer ça en France. Et on a eu la chance d'avoir à l'époque tout un tas d'intellectuels, dont Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Éric Emmanuel, que vous citez dans votre livre, voilà, qui ont dit mais pourquoi pas. On a eu une présidente d'ailleurs pendant plusieurs années, France Rock aussi. Aujourd'hui c'est Thierry Sausset qui est le président de cette ligue. Et on a progressivement développé ça via une newsletter, 46 000 abonnés maintenant. C'est quoi, c'est un état d'esprit? On se dit, on est tous optimistes, on se tient la main. C'est quoi l'optimisme? On est vraiment sur une méthode, c'est presque une méthodologie. Ça n'a rien à voir avec les traits de caractère, parce que le trait de caractère, optimiste, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Pas d'importance. Non, l'optimisme, c'est vraiment comment apprendre collectivement, dans une société qui est dure, qui est compliquée, comment apprendre à optimiser la réalité. Comment mettre la réalité, aussi dure soit-elle, sous tension positive. C'est-à-dire, quand il nous arrive des pépins, ça ne sert à rien de dire « Oh mon Dieu, pourquoi moi encore, c'est affreux ». La seule façon de s'en sortir, c'est de dire « J'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça ». Et c'est arrivé, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer d'en faire? Donc on est vraiment dans une logique d'optimisation de la réalité. Et puis vous êtes aussi président honoraire de l'Association internationale des optimistes sans frontières. Voilà, qui faisait partie aussi de l'affaire belge de départ. Je l'ai été que 2 ans. Un mot, parce qu'on vous associe management et psychologie, on voit qu'il y a quand même chez vous, même dans vos conférences, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup... Et ça c'est un travail, on va en parler, mais vous êtes passé par l'entreprise. J'ai vu dans votre parcours. J'ai démarré. CNP Assurance. J'ai été à la CNP, j'ai été dans le conseil, j'ai été élu dans une fédération professionnelle qui était les dirigeants commerciaux de France pendant plusieurs années. Et de toute façon, j'ai toujours travaillé avec des dirigeants, ne serait-ce qu'à travers, par exemple, des interventions au sein de l'APM, de clubs de dirigeants comme Germe ou autres. Donc, j'ai toujours été en contact avec eux, même aussi à travers du coaching, à travers de l'accompagnement d'un certain nombre de domaines. Ça vous manque pas l'entreprise, Philippe? L'idée de revenir dans l'entreprise, vraiment, les 2 pieds dedans? Non, franchement, moi, au départ, dans la vie, ce qui m'intéressait, c'était la littérature et le théâtre. J'ai 65 ans et j'ai bien l'intention maintenant de faire vraiment sur ce qui m'intéresse. L'entreprise, j'aurais travaillé pendant, une trentaine d'années. Voilà, la boucle est bouclée, maintenant je passe à autre chose. Honnêtement, je passe à autre chose. Voilà, je vais plus m'intéresser je vais davantage lire la revue Lire, Books, le magazine littéraire, plutôt que les Échos. Voilà, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai envie de partir sur autre chose. Cette interview n'est pas une psychanalyse, mais est-ce que finalement vous n'êtes pas trompé de chemin dès le départ?
Non, parce que si j'étais parti dans ce que je voulais faire vraiment au départ, mais c'était dans les années 70, hein, c'était plus ou moins évident, qui était de faire du spectacle et du théâtre, j'aurais pas gagné l'argent que j'ai gagné en étant conférencier, expert, etc. Donc, je passe quand même une grande partie de ma vie sur scène. Hein. Moi, je fais 90 conférences par an dans des grandes salles, etc. Je m'éclate totalement. Vous retrouvez finalement votre... Et j'ai bien l'intention maintenant, une fois que je serai retraité, je vais me remettre, j'ai plusieurs projets d'ailleurs, au théâtre, parce que j'ai envie de tenter ça, tant que je suis encore en pleine forme. Oui, on sent que vous aimez la scène. Je vais me lancer là-dedans, parce que ça m'intéresse. En relation avec les thématiques, l'optimisme, la chance, le changement de vie, je pense que j'aimerais bien créer quelque chose autour de l'optimisme, peut-être aussi sur le changement de vie. J'ai 2 projets là, dont je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant parce qu'il ne s'est pas assez avancé. Mais sur 2023, oui, en écriture, sur 2023, qui me motive énormément. Voilà. Donc, vous nous dites sur ce plateau que passage de l'entreprise, conférence, passion de communiquer, de transmettre, puis là, vous êtes en train de basculer, de changer de vie, en fait, là. Oui. C'est ce que vous nous dites. Ah, oui. Oui, parce que à partir du moment où je fais plus trop de cours, parce que, voilà, faut savoir passer à autre chose, moi, d'une façon générale, je sais faire que 2 choses dans la vie, hein. Je sais écrire et parler. Donc, il faut bien que je gagne ma vie et que je continue avec ça, hein. Donc, je vais continuer à écrire, peut-être d'autres choses. Je ferai encore quelques essais. J'ai un projet, par exemple, qui pour moi va être tout à fait nouveau, qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est que je vais écrire en fait un livre. Mon prochain livre, ça sera avec une de mes enfants. C'est ça. Avec votre fille. Hein. Avec ma fille aînée, absolument. Et qui sera d'ailleurs en premier auteur. Et donc là, va falloir que j'apprenne comment est-ce qu'on appelle la position basse. Exact. Pour lui laisser l'espace nécessaire. Je pense que ça va être une très belle expérience entre un père et sa fille. Revenons à la fois à votre livre et à l'actualité, parce que vous l'observez, vous la commentez d'ailleurs sur scène, puisque vous avez raison, c'est un vrai jeu scénique que vous faites en conférence. On a un président de la République qui nous dit du sang et des larmes, globalement, en Conseil des ministres, qui nous dit « Attendez, ça va être terrible ». On a une première ministre qui dit bon, « On va taxer les super profits ». Elle nous dit hier qu'on va peut-être manquer de carburant et de gaz pour les entreprises. Enfin, l'optimiste, celui qui a travaillé sur la chance, comment il regarde cette actualité qui, objectivement, ne nous rend pas très optimistes ? Je pense que sur les 2 intéressés que vous avez évoqués, pour qui j'ai beaucoup de respect, ils sont très forts. Ils sont très forts parce qu'on ose penser ce que l'on aurait dit s'ils avaient dit ça va très bien se passer. Vous en faites pas, mais vous allez voir Vladimir, on va le rouler dans la farine, mais ça va être formidable. L'énergie, vous en faites pas, c'est un problème d'organisation, la logistique suivra. Bon. Et s'ils avaient dit on ne sait pas, on attend, on observe, il vaut mieux dire carrément. Mettre le réel sous tension négative et dire aux gens ça va très mal se passer. Attention, ça va être compliqué. Parce que dans le fond, on est dans cette situation très paradoxale où on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est-à-dire que si par hasard, en fait, on trouve des solutions et que ça se passe pas mal, on dit, voyez, voilà, on vous avait annoncé le pire, le pire n'est jamais certain, on a réussi à faire. Donc, je pense que c'est plutôt malin et sincèrement, je ne crois pas non plus qu'il y a une partie de la population qui est véritablement en inconfort et en souffrance, c'est incontestable. Bon. Par ailleurs, après, on va avoir des doutes. Tout ce qui est classe moyenne supérieure, il y a du doute. Il y a, est-ce que vraiment les gens sont moins partis en vacances ? Est-ce que ça consomme moins ? Les gens vous disent, vous vous rendez compte, on a un problème, il n'y a plus de moutarde. Oh, il n'y a plus de moutarde. Ah ma pauvre dame, alors je comprends, dites donc c'est compliqué. Avec les frites, c'est quand même pas mal. Voilà. Ouais. Et puis je suis en train de refaire mon appartement. Mais vous savez que les artisans, ils m'ont planté 3 fois le devis, ils me l'ont augmenté. Enfin, vous trouvez que c'est un peu... Beaucoup plus de gens que l'on croit. Ouais. Voilà. Et il faut vraiment mettre de côté ceux qui sont en difficulté, en souffrance, et puis ceux, je dirais, et celles qui, en fait, encore aujourd'hui, continuent à avoir des marges de manœuvre. Parce que tout le problème, en fait, il est là. On vit dans une société où il y a fondamentalement 2 types d'acteurs. Il y a des gens qui ont les capacités et les marges de manœuvre, même si parfois elles sont plus tendues. Et il y a malheureusement ceux qui sont en déficit de capacité de marge de manœuvre et qui sont dans un sentiment d'impuissance. Qui subissent. Et le sentiment d'impuissance débouche presque automatiquement, au pire sur la tristesse, au mieux sur la colère, quoi. Donc voilà. Dans votre livre, il y a 2 petites phrases qui peuvent nous redonner le sourire dans ce contexte particulier, même si vous le relativisez, parce que c'est ce que vous dites, il faut relativiser aussi tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Vous évoquiez Jean d'Ormesson. C'était Jean d'Ormesson qui disait ça, absolument. C'est une très jolie phrase. Puis celle qui me donne le sourire,
J'ai bien l'intention de vivre éternellement. Et jusqu'ici, tout se passe comme prévu. C'est Woody Allen qui est réalisateur de cinéma. Woody Allen, oui, qui avait ça, elle vous colle bien, cette phrase. Quand on vous entend en conférence, vous avez un peu ce style un peu tout à fait, de Woody Allen. En plus, l'aspect... En recul. Un peu en recul sur les choses. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que la vie en tant que telle, quand on la regarde en toute objectivité, c'est quelque chose de tragique. On disparaîtra tous, les gens qu'on aime disparaîtront, et tout ce qu'on aura fait dans notre vie tombera dans l'oubli. Donc, à partir du moment où cette vie est tragique, il n'y a qu'une seule alternative au quotidien, c'est la joie de vivre. Et sinon pour soi, au moins pour les autres. En dehors de... Même quand les choses sont compliquées, moi je pense toujours à ce film à la fois terrible mais très beau, qui est La vie est belle. Oui, bien sûr. Magnifique film. Voilà, quand tout est perdu, et c'est, je cite souvent Jean Dutour, qui disait quand la situation est désespérée, il se peut que la seule sagesse soit l'optimisme aveugle. Parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça avance? La prise de conscience du tragique et se rendre compte que tout est fichu, qu'est-ce que ça... À quoi ça avance? Non, ça tue le peu d'énergie vitale qui reste et le peu d'espoir qui reste. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Vous évoquez, dans les livres précédents, mais c'est repris aussi dans La pensée de l'inattendu, vous dites, d'une manière un peu caricaturale, simple, enfin je simplifie, il faut savoir saisir l'opportunité qui passe devant vous. Vous dites, il y a 3 étapes. Oui. Il faut d'abord attraper l'opportunité, puis ensuite, il faut y aller. C'est essentiel dans le monde qui bouge tout le temps. C'est assez essentiel, en plus, pour toute la thématique de l'opportunité, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des carrières, le monde du travail, on en parle beaucoup. En revanche, il y a une partie qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'il y a repérer l'opportunité pour la saisir, mais il y a une espèce de phase zéro à laquelle on ne pense pas assez. C'est déjà soi-même de se poser comme opportunité. Et moi, je suis totalement convaincu que la meilleure façon de rencontrer des opportunités dans la vie, de toute nature, c'est déjà d'en être une soi-même. C'est-à-dire que se poser la question, pourquoi est-ce que celui ou celle qui me rencontre aujourd'hui, par hasard, pour la première fois dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, pourquoi est-ce que c'est son jour de chance et il ne le sait pas encore? Donc, dans quelle mesure est-ce que je suis, moi, un homme ou une femme qui va, à travers ce qu'il sait ou elle sait faire, je vais représenter moi-même une opportunité pour autrui. Et moi, donc, il faut être ouvert quand même. Oui, mais moi, j'avais un de mes vieux maîtres qui s'appelait Pierre Doré, qui a été le refondateur de l'ICG dans les années 70, qui disait cette phrase merveilleuse, il disait la meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est-à-dire que dès l'instant où je me positionne, moi, en tant que apporteur de valeur pour autrui, sans d'ailleurs chercher quoi que ce soit en retour au départ, simplement je sème des graines de réciprocité et mécaniquement, ça, c'est important. Mécaniquement, il y en a tôt ou tard qui germeront. Après, à côté de ça, on sera déçu, on sera trahi, on pourra échouer. Ça s'appelle la vraie vie. Mais à force d'être celui ou celle qui aide les autres à réussir, qui est une opportunité pour autrui, les mécaniques de réciprocité se mettent en marche. J'ai vu que vous étiez, alors au-delà des révélations que vous nous faites, des pièces de théâtre, de votre envie aussi de remonter sur scène d'une autre manière, vous avez fait beaucoup de recherches sur le leadership positif et sur la stratégie mentale de la réussite. J'ai le sentiment chez vous, en tout cas dans votre façon de penser, que la psychologie, que le cerveau est le moteur de notre réussite. Oui, en tout cas, oui. Moi, de mon côté, j'étais toujours... On dit toujours dans les écoles de management... Que vous cassez un peu dans vos conférences, pour le prof de management, enfin ceux qui savent un peu tout, qui prophétisent. Parce que, dans le fond, moi, je me méfie beaucoup des injonctions comme ça, sans preuve. Moi, je peux parler du positif et du bonheur parce que j'ai toujours essayé de donner l'exemple, comme disait Voltaire. Hein. Voilà, donc ça, je peux en parler. Après, comment réussir une entreprise ? Je sais ce qu'on dit, ce qu'on raconte, et je pense que c'est en partie vrai, mais parfois, c'est pas si simple. Donc il y a une part de mystère. Enfin, vous révélez l'idée qu'en fait, il y a des théories, puis il y a une forme de mystère aussi. Il y a surtout une part de non prévisible, ce qui est d'ailleurs un des thèmes de l'ouvrage. La caractéristique de la pensée managériale et de la pensée de gestion en général, c'est qu'elle est fondée sur la rationalité, sur la planification. Ce qui en soi tient la route, quoi. Si ce n'est que n'importe quel entrepreneur vous confirmera et vous dira la plus grande surprise que puisse vous faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu, quoi. Parce que, surtout en période Covid. Surtout en période Covid. Oui, bien sûr. Nous, on a été surpris partout. On a été surpris par le virus. On a été surpris par la façon dont ça a été géré au niveau politique. Après, on a été surpris par Vladimir. Là, on a été surpris par les incendies. Maintenant, on est surpris par l'inflation. Même les grands ministres nous disent bon, elle va pas durer ceci, cela, puis tout compte fait, ça perdure. Mais la caractéristique du monde réel, c'est qu'il n'est fait quasiment que d'aléas. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut faire des plans. Parce que si on n'avait pas de plan,
qu'est-ce qu'on ferait avec l'aléa ? Là, on serait vraiment désarmé. Mais il faut accepter que l'inattendu soit la règle. En fait, vous nous dites, il faut faire des plans qui ne servent pas à grand-chose, parce que globalement, au bout de 15 jours, ils sont caducs, on l'a vu pendant le Covid. Hein. Les plans financiers, ils étaient revus tous les jours. Et en même temps, ils nous sont utiles quand même. C'est donc pour ça que je dis que, pour moi, la planification, aujourd'hui, à notre époque, c'est le contraire de la religion. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être pratiquant, mais pas croyant. Voilà. Je fais un plan parce que c'est nécessaire, ça va me permettre de... Mais il ne faut pas que je commence à me raconter que ça va se passer comme prévu, parce que, seul l'inconfort rend vigilant quand même. Hein. Juste un mot, parce que, encore une fois, peut-être que c'est loin de vos sujets actuels, mais éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre. On est quand même un peu surpris, là, depuis presque 6 mois en sortie de Covid, de voir la situation pénurique de l'emploi. Et là, je me tourne vers celui qui fait de la psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des collaborateurs ? On entend des collaborateurs qui disent « je veux plus y aller, je veux plus vivre ici, je veux pas reprendre le boulot, j'aime plus mon travail ». Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une... Bon, d'abord, je pense il y a une raison aussi un peu peut-être démographique, c'est qu'arrive véritablement maintenant dans le cœur du monde du travail, je pense à des gens qui ont entre 25 et 35 ans, des gens qui sont les gens d'une génération qui ont vu littéralement leurs parents non pas se tuer, parce qu'on ne se tuait pas, mais souffrir au travail, s'ennuyer. Et l'ennui, c'est un truc terrible. Beaucoup de DRH, par exemple, me disent, mais c'est la première fois qu'on voit sous une si grande échelle des gens de qualité, ils décident de s'en aller, ça peut arriver, mais d'habitude, ils disaient, je ne suis pas assez payé, le poste ne me convient plus. Là, c'est pas ça. Là, c'est je m'ennuie, j'apprends plus rien. Donc, navré, désolé, au revoir, merci pour tout. Et alors, là, c'est tout à fait étonnant, mais il est clair que les périodes qu'on a vécues, qui ont été des périodes un peu de remise en question, de certitude d'ailleurs de toute nature, font qu'est monté, et d'ailleurs pas chez ceux qui sont en grande difficulté. Ceux qui sont en grande difficulté, il faut qu'ils trouvent un job, point final. Mais chez, je dirais, ce qu'on appelle chez les inclus. La génération Z diplômée, quoi. Oui, les inclus, c'est cette notion de, il ne faut pas que je passe à côté de ma vie. Ouais, c'est ça. Avec d'ailleurs des choses tout à fait étonnantes, puisqu'on commence à revoir maintenant, à la période de Covid, beaucoup de gens sont partis, et on commence à voir, j'en discutais moi avec des agents immobiliers récemment, une espèce de moment de retour, des gens qui disent, bon, alors ok, on est parti pendant 1 an et demi. On a vu, bon, peut-être quand même... alors, Veni Vidi, quoi. Peut-être pas revenir à Paris. Mais peut-être revenir en ville, quoi. C'est-à-dire que des bonnes conditions de vie, la campagne, ça va. Mais non, mais tout compte fait, Angoulême, centre-ville, c'est pas mal aussi. Donc vous pensez qu'il y a un reflux possible ? Oui, il y a un reflux possible parce que, d'abord, aujourd'hui, les nouveaux modes de travail permettent ça. C'est-à-dire que, honnêtement, le passage véritablement au télétravail, ça restera l'une des grandes révolutions. Pour laquelle, d'ailleurs, au départ, les DRH n'étaient pas obligatoirement partants. Quoi. Non. Et maintenant, c'est véritablement passé dans les mœurs. Moi, je suis étonné. J'ai passé mes vacances dans le sud, dans l'Hérault. À Palavas, je rencontrais des gars, ils sont banquiers d'affaires à Paris. Ils travaillent depuis Palavas. Et je dis, mais ça vous fait une contrainte, quand même. Je dis, oui, il faut effectivement que j'aille passer quand même un jour et demi à Paris. Il me dit, mais vous savez, il me dit, Montpellier-Paris en TGV, c'est 3 heures. C'est 3 heures. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, bon... La nouvelle vie. Et la nouvelle vie de Philippe Gabillet, puisque vous avez évoqué l'idée que vous étiez en train de préparer des choses... Oui, mais ça, c'est tous les pré-retraités qui sont comme ça. Oui, c'est ça. Mais, voilà. Vous avez l'esprit jeune. Plein de projets. Philippe Gabillet, éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre, édition Saint-Simon, puis il y a tous les autres livres autour de l'éloge, l'optimisme, éloge de la chance, l'audace et l'art de changer de vie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir.